Est-ce que l'épuisement d'une journée à jongler entre les biberons, les réunions, les devoirs et les lessives a remplacé le désir ardent par une simple envie de s'écrouler dans le lit? Si cette question résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Je suis thérapeute de couple et je vois cette réalité se jouer dans mon cabinet quasiment tous les jours. L'arrivée des enfants, qu'elle soit la plus belle des bénédictions, rebat profondément les cartes de la relation et bien souvent, la première victime silencieuse de cette nouvelle vie est notre intimité sexuelle. Ce n'est pas un manque d'amour qui éteint la flamme. Non, c'est le point visible de la charge mentale, du stress chronique et de la fatigue cumulée qui s'installe entre vous. C'est l'impression constante d'être en dette de sommeil, de temps et d'énergie. Derrière le « je suis trop fatigué » se cache souvent un paysage émotionnel complexe. Il y a la frustration de ne plus se sentir désirable ou désiré, le ressentiment parfois non exprimé face à une répartition des tâches perçues comme inéquitable, la peur que cette distance sexuelle devienne définitive et surtout, cette profonde solitude à l'intérieur du couple. Nous cessons de nous voir comme des amants pour ne nous percevoir plus que comme des coéquipiers logistiques. Le cœur du problème, c'est que la sexualité est souvent la première chose que l'on sacrifie quand on est en mode survie. Or, c'est paradoxalement l'une des sources les plus puissantes de ressourcement, de connexion profonde et de réassurance au sein du couple. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Emma et Guillaume, un couple que j'ai accompagné. Emma et Guillaume ont 2 enfants en bas âge et ils s'aiment profondément, mais la vie est devenue un marathon. Leur soirée se résume à dîner en silence devant la télé, les yeux rivés sur l'horloge, attendant l'heure où ils pourront enfin s'effondrer. Leur quotidien? Parlons du stress permanent. Guillaume est absorbé par ses responsabilités professionnelles et Emma gère la logistique familiale, les urgences de son entreprise et les réveils nocturnes. La vie sexuelle, parlons-en. Un souvenir lointain, leur dernier rapport remonte à plus de 3 mois. Quand Guillaume tente une approche, Emma le repousse gentiment, souvent avec une excuse légitime, maux de tête, stress du lendemain ou simplement l'épuisement. La dynamique qui blesse, c'est que Guillaume se sent rejeté. Il se ferme et cesse de prendre des initiatives, interprétant le refus d'Emma comme un manque d'assurance. Emma, elle, se sent coupable, sous pression de devoir satisfaire son mari, ce qui coupe d'autant plus son désir, qui a besoin d'espace et de légèreté pour s'exprimer. Mais un jour, ils ont osé franchir la porte de mon cabinet, non pas parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce que cette absence d'intimité avait creusé un fossé de non-dits et de malentendus douloureux. Ils avaient besoin de déconstruire cette dynamique pour la reconstruire. Mon rôle n'est pas de vous donner des recettes miracles, mais de vous aider à devenir des artisans conscients de votre relation. Ensemble, nous allons débrancher le pilote automatique pour retrouver le chemin du désir et de la complicité. Mon accompagnement se déploie en 3 mouvements, un peu comme une danse pour retrouver votre rythme. La première étape, celle que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire remonter aux racines inconscientes. C'est l'étape où nous chaussons nos bottes d'explorateurs pour descendre dans les profondeurs de l'histoire de chacun. Dans la sexualité, ce n'est jamais juste de la fatigue. Les enjeux sont bien souvent plus anciens et inconscients. Nous allons chercher les schémas de répétition, ces scénarios relationnels que nous rejouons sans le savoir, tirés de notre enfance ou de nos premières expériences amoureuses. Pour Emma et Guillaume, par exemple, nous avons exploré l'identification parentale. Je m'explique. Le fait de devenir parent réactive souvent chez l'un ou l'autre un modèle familial. Emma, en devenant maman, s'est inconsciemment glissée dans un rôle où le désir n'avait pas sa place, reproduisant peut-être un modèle où la figure maternelle était plus celle d'une mère nourricière que d'une femme. Le besoin d'approbation. Je m'explique. Guillaume, qui a grandi avec un père émotionnellement distant, a interprété le refus d'Emma non pas comme une simple fatigue, mais comme la réactivation d'une blessure de rejet plus ancienne. Son besoin inconscient de se sentir suffisant était en jeu. C'est un travail essentiel qui demande de l'honnêteté. Je vous invite à vous poser ces questions. Quand mon ou ma partenaire refuse le contact, quelle émotion profonde cela réveille-t-il en moi, au-delà de la frustration immédiate? Quel modèle de couple ou de sexualité ai-je intégré dans mon enfance? Comment ce modèle influence-t-il la façon dont j'aborde l'intimité aujourd'hui? Qu'est-ce que ma fatigue actuelle me dit sur mes limites et sur ce que je m'autorise à demander ou à refuser dans la relation? Ensuite, l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement les dynamiques. Une fois que nous avons mis un nom sur ce qui se joue en profondeur, il est temps de passer à l'action concrète. Car comprendre ne suffit pas, il faut bouger les lignes pour que la relation sorte de l'ornière. C'est ici que des outils précis entrent en jeu, car nous cherchons à casser le cercle vicieux. Pour Emma et Guillaume, le point de blocage principal était l'inégalité de la charge mentale qui tuait le désir chez Emma et l'ouvrait au ressentiment. L'intimité est devenue une chose
de plus à faire sur sa liste. Les pistes concrètes que nous avons explorées ensemble sont la prescription paradoxale. Au lieu de faites l'amour plus souvent, nous avons mis en place une interdiction d'avoir un rapport sexuel pendant 15 jours. Le but est de désamorcer la pression de performance et de devoir. Cela permet de revenir à des caresses, des baisers, des massages sans but, juste pour le plaisir du contact. C'est le retour à la légèreté et à la gratuité du geste. Mais également la réorganisation logistique, je m'explique. Pour alléger le stress d'Emma, nous avons utilisé des outils précis pour rationaliser la répartition des tâches. Cela a pris la forme d'un tableau de bord partagé où Guillaume a pris la responsabilité entière et autonome de certaines tâches sans qu'Emma ait besoin de vérifier ou de demander moins de charge mentale pour l'une, plus d'énergie de disponibilité pour les deux. Nous avons également mis en place les rendez-vous sans enfants. Mettre un rendez-vous non sexuel hebdomadaire à l'agenda. Le but est de se revoir en tant qu'amant, pas seulement en tant que parent. Et ensuite, pour terminer, l'étape 3, c'est ce que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire consolidation et autonomie. Le changement est enclenché, la dynamique est plus saine, mais le travail ne s'arrête jamais. L'étape 3 est celle de la pérennisation des acquis pour que le couple puisse voler de ses propres ailes et traverser les prochaines tempêtes sans s'effondrer. L'étape finale, c'est de vous aider à devenir vos propres thérapeutes et de ne plus dépendre de la thérapie. Pour Emma et Guillaume, qui rêvaient de retrouver la complicité spontanée et l'insouciance des débuts, il s'agissait de s'assurer qu'ils avaient désormais une trousse à outils pour l'avenir. Je vous propose ces exercices. Prenons le temps de parler de l'agenda du plaisir. Tenir un journal des moments où le couple a partagé de l'intimité sans que cela mène à un rapport sexuel. C'est un rappel qu'il existe une palette immense de l'intimité et que la pression ne doit pas se concentrer uniquement sur la performance. Parlons maintenant de la météo intime régulière. Instaurer un court échange une fois par semaine pour parler de la qualité de la connexion. Ce n'est pas un reproche, c'est un partage. Où en est mon désir cette semaine? Où est mon sentiment de sécurité ou de distance en ce moment? C'est un outil de maintenance préventive pour éviter que les non-dits et le stress ne s'accumulent à nouveau. Parlons aussi de l'élaboration d'un plan d'urgence fatigue. Que décide le couple de mettre en place quand le stress devient intenable? Mettre par écrit, par exemple, si nous sommes submergés, nous mettons en pause la logistique non essentielle et nous priorisons le contact physique non performant et 1 heure de sommeil supplémentaire. C'est un engagement envers le couple quand la tempête arrive. Il n'y a aucune honte à ce que la parentalité ait mis votre vie sexuelle à rude épreuve. C'est la norme, mais ce n'est pas une fatalité. Seuls ceux qui acceptent de regarder leur fatigue en face et de les intégrer comme un paramètre de la relation peuvent transformer cette crise en une opportunité de grandir ensemble. En osant parler de votre fatigue, de vos peurs, de vos frustrations, vous ne faites pas preuve de faiblesse. Vous offrez à votre couple le plus beau des cadeaux, l'authenticité. Ce chemin vers une intimité réinventée, il est à votre portée. Il commence par un regard neuf sur votre histoire, un engagement concret dans le présent et une vision claire pour cet avenir que vous construisez à deux. Si le poids est trop lourd à porter seul, si le silence sous la couette est devenu une douleur chronique, souvenez-vous que tendre la main pour demander de l'aide est le premier pas, le plus courageux vers le renouveau. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes gratuite et sans engagement en visio. Il ne s'agit pas d'une simple prise de renseignement, c'est l'occasion de prendre une parenthèse d'intimité et de vérité où nous pouvons enfin déposer les masques et les armures. Durant ces 30 minutes, nous allons déposer ce qui pèse vraiment, c'est-à-dire mettre des mots enfin sur cette tension sourde ou ces non-dits qui se sont immiscés dans votre quotidien. Mais également éclairer les dynamiques invisibles. Nous allons doucement explorer ce qui se joue sous la surface de vos conflits ou de votre distance. Également, sentir si mon accompagnement vous parle. Je m'explique. Nous allons échanger sur la manière dont je peux vous guider et trouver la voie qui résonne le plus avec votre histoire. À la fin de cet échange, que l'on soit amené par la suite à travailler ensemble ou pas, vous repartirez avec une écoute bienveillante, une première clé de lecture de votre situation et des pistes concrètes pour enclencher un cheminement de transformation profonde si vous le souhaitez. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation. C'est normal, le changement fait peur, on se demande « Suis-je prêt à regarder ce qui fait mal? Ai-je le droit de m'accorder ce souffle ?» L'hésitation, c'est souvent la voix de vos peurs profondes qui essaie de vous protéger. Mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Imaginez ce sac à dos de souffrance et de non-dit que vous portez. Mon invitation, c'est de vous autoriser à le déposer doucement. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que ce premier pas, courageux, vulnérable et sincère. Je vous propose de le faire avec moi. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Prenez votre rendez-vous de 30 minutes, nous ferons ce premier pas ensemble. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire d'Emma et Guillaume, un couple
que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.